Je vais vous parler aujourd'hui des données géographiques 3D, technologies d'aujourd'hui et de demain. Voilà, donc je vais focaliser surtout sur trois points. Comment est-ce qu'on fait pour acquérir des données en 3D? Comment est-ce qu'on fait pour reconstruire des données en 3D, enfin produire des données structurées 3D? Et puis comment faire pour visualiser ces données en 3D? Donc la première constatation avec laquelle je vais commencer ma présentation, c'est le fait que le monde qui nous entoure, il est tridimensionnel et que l'une des missions de l'IGN, c'est de produire et de maintenir une représentation de ce monde, enfin, en l'occurrence du territoire français. Et donc comme le territoire est tridimensionnel, on s'est intéressé de plus en plus à comment faire pour produire des représentations tridimensionnelles du monde et du territoire français en particulier. Et pour ça, pour produire cette représentation 3D, enfin une représentation 3D numérique avec laquelle on va pouvoir travailler avec des ordinateurs, on va devoir d'abord observer le monde, c'est-à-dire acquérir des données qui vont nous fournir une information sur, en particulier, la géométrie du monde, comment est-ce que le monde est structuré géométriquement, et puis radiométriquement, c'est-à-dire de quelle couleur sont chaque point sur le territoire. Et ensuite, une fois qu'on l'a observé, une fois qu'on a acquis ces données, on va voir ce qu'on appelle des données qui sont brutes. Et ces données, il va falloir les traiter, d'accord, pour en tirer quelque chose qui est de l'ordre de la représentation sur laquelle on va pouvoir travailler. Donc on va devoir traiter ces données d'observation pour vraiment produire une donnée 3D utilisable par des utilisateurs. Voilà. Et ensuite, une autre mission de l'IGN, ça va être d'accompagner l'usage de ces représentations, donc l'usage de ces données 3D, donc en particulier de faciliter leur accès, de les visualiser de façon efficace, et puis surtout d'aider des utilisateurs potentiels de ces données, parce que ces données, on les produit, c'est pour des utilisateurs, c'est pour que des gens s'en servent. Donc d'aider les utilisateurs à la fois à comprendre cette donnée, comprendre ce qu'elle va pouvoir leur apporter chacun à leur métier, à leurs besoins, et puis les aider à s'en servir efficacement. Donc l'acquisition des données 3D, comment est-ce qu'on fait pour numériser le monde, pour numériser le réel? Les plateformes, les dispositifs qui nous permettent de faire ça dépendent principalement de deux choses. Et on va avoir différents types de capteurs qui vont nous permettre d'acquérir des données et différentes plateformes d'acquisition. Donc les types de capteurs qu'on utilise principalement pour acquérir de la donnée sur le monde, ça va être des capteurs images. Donc ça, vous savez tous ce que c'est. Vous avez tous des appareils photo sur vos smartphones. Donc les images, c'est des données qui ont le mérite d'être très répandues et donc très peu chères à acquérir. Elles sont très riches radiométriquement parce que sur chaque pixel, à chaque point qu'on est en train d'observer, on a une composante rouge, vert, bleu, ce qu'on appelle le RGB, d'accord, une composante radiométrique. Par contre, ça ne va pas nous donner directement accès à la géométrie du monde, d'accord. On sait juste que quand on regarde dans telle direction, on voit telle couleur. On sait pas, ça ne nous dit pas exactement à quelle distance est le point qu'on est en train de regarder dans cette direction-là. Donc à côté de ça, on a une technologie qui est très utilisée pour décrire le réel qui s'appelle le LIDAR. Donc le LIDAR, c'est un rayon laser qui est envoyé et puis on regarde quand est-ce que donc une impulsion laser qui est envoyée, on regarde quand est-ce qu'elle revient et puis en se basant sur le temps qu'elle a mis pour revenir à la vitesse de la lumière, on en déduit la distance. C'est une technologie qui maintenant est vraiment extrêmement précise. Ça va donner directement accès à la géométrie, donc on sait où se situe le point de la scène. Et puis, elle a le mérite d'être indépendante de l'éclairage. Donc, même si on fait ça de nuit, on obtient quelque chose. On fasse ça au printemps, été, automne, hiver, on obtiendra la même chose. Par contre, c'est beaucoup plus cher et c'est plutôt moins résolu que l'image. Puis après, on a un troisième mode d'acquisition qui est le radar, donc qui va nous donner des informations qui sont riches, parce que dans le radar, il y a des notions de polarisation. Comment est-ce que l'onde radar est polarisée et la scène, en fonction de la constitution de la scène, va renvoyer plus ou moins bien les différentes polarités. Le radar a aussi le mérite de voir à travers les nuages, ce qui n'est pas le cas des deux autres modalités. Par contre, ça a une très faible résolution. Donc voilà, ça c'est un petit peu la panoplie de capteurs qu'on a pour observer le monde. Ensuite, ces capteurs, il va falloir savoir où est-ce qu'on les place. Donc la première façon de faire, c'est de les tenir à la main, comme quand vous tenez votre smartphone. Donc, vous êtes vous-même, quand vous prenez une photo avec votre smartphone, une plateforme d'acquisition. Si on a des équipements un peu plus lourds ou sur lesquels on veut avoir une bonne stabilité, on va poser les choses sur un trépied. Si on veut être un peu plus mobile, on va pouvoir prendre un sac à dos, ou sinon on va aussi pouvoir embarquer ces capteurs sur un véhicule, n'importe quel type de véhicule. Donc ça, c'est pour faire de l'acquisition au ras du sol. Ensuite, on a aussi des acquisitions depuis au-dessus, donc des acquisitions aériennes. Donc ça peut être du drone. Donc le drone, il a le mérite d'être assez proche de la scène, il ne va pas avoir une bonne couverture. Et puis après, on va être de plus en plus loin, on va avoir l'avion et le satellite sur lequel on va pouvoir embarquer ce type de capteur pour observer la Terre. Et puis après, de façon un peu moins répandue, on va pouvoir aussi embarquer des capteurs sur des trains, sur des bateaux, etc.
Alors, je détaille un petit peu. Donc, les stations fixes, on va placer généralement, ça va être soit un lidar, soit de l'image, soit des deux sur un trépied. Ça a le mérite d'être très précis. Donc, généralement, on va plutôt se servir de ça pour faire de la numérisation de patrimoine ou de scènes intérieures. C'est très précis. Par contre, on n'a pas une très bonne productivité, parce qu'en général, il faut qu'on aille le poser dans une salle. On va attendre 5 minutes qu'il fasse bien toute l'acquisition, puis après, on va aller le poser un peu plus loin, on va attendre 5 minutes. Donc, on ne va pas avoir une très forte productivité. Par contre, c'est ça qui va permettre vraiment d'avoir les données les plus précises et les plus résolues. Ensuite, on a quelque chose qui s'est beaucoup développé, on va dire ces 15 dernières années, c'est la cartographie mobile. Alors, la plupart d'entre vous doivent savoir un petit peu ce que c'est la cartographie mobile. Quand on va dans Google Street View, c'est exactement ça. Donc, c'est des véhicules sur lesquels on a embarqué à la fois des capteurs. Alors là, ici, on voit des capteurs LIDAR, ici, et puis des capteurs images. Ça, c'est des caméras, d'accord ? On a à la fois des capteurs images et LIDAR, et puis on a en plus un besoin, comme on fait de l'information géographique, on a besoin de savoir où les données ont été acquises, et donc en plus, cette plateforme est ce qu'on appelle géoréférencée, c'est-à-dire qu'elle embarque un certain nombre d'autres capteurs, qui sont des capteurs de géoréférencement, qui permettent de savoir où elle est. Alors les capteurs de géoréférencement que vous connaissez tous, c'est le GPS, d'accord ? Un GPS, il va vous donner une position approximative, mais elle n'est que très approximative, surtout en ville, où on a des problèmes pour bien recevoir le GPS. On a des masques, on a des multi-trajets, etc. Ce qui fait que le GPS est quand même pas mal perturbé. Il va être précis peut-être à 10 mètres près. Et donc, si on veut faire des choses plus précises, si on veut savoir exactement où est acquise la donnée, il va falloir qu'on rajoute d'autres capteurs, en particulier des centrales inertielles. Alors ça, les centrales inertielles, vous avez aussi un peu l'équivalent dans votre smartphone avec ce qu'on appelle les accéléromètres. En général, les centrales inertielles qui sont sur ce type de véhicule sont des centrales inertielles beaucoup plus coûteuses qui vont permettre de mesurer très très précisément l'accélération du véhicule, et donc de lisser un petit peu la trajectoire par rapport au GPS qui est assez bruité. Et puis on peut aussi rajouter des choses comme un odomètre. Donc là, c'est ce que vous avez ici. C'est quelque chose qui mesure la distance parcourue par le véhicule. Ça permet d'ajouter un petit peu de robustesse au calcul de trajectoire. Donc ensuite, il y a des algorithmes qui permettent d'intégrer toutes ces données-là, GPS, centrale inertielle, odomètre, pour sortir une trajectoire du véhicule, donc la trajectoire du véhicule, dans un référentiel cartographique qui va permettre de savoir où chacune des données qu'acquiert ce système sont localisées d'un point de vue géographique. Voilà, donc bon, pour les images, vous connaissez Google Street View, donc je ne vous en ai pas mis. Pour le laser, donc vous voyez que ce véhicule a un capteur laser. Donc quand on prend la trajectoire et qu'on utilise les informations du laser et cette trajectoire pour venir remettre les points dans un système de coordonnées géographiques, on obtient quelque chose comme ça. Donc vous avez ce qu'on appelle un nuage de points. Donc vous avez un ensemble de points qui ont été acquis par ce véhicule, donc qui sont sur les objets de la scène. Et en plus, un capteur laser est capable d'enregistrer l'intensité du signal retour. Donc ça va vous donner une information sur le matériau qui a été tapé. Donc par exemple, là vous voyez sur les passages piétons, on a eu une intensité bien supérieure à ce qu'a renvoyé le bitume. Et donc on arrive à voir les passages piétons, même si ce qu'on a, c'est un nuage de points laser. Je peux vous mettre une petite vidéo parce qu'on voit toujours mieux les choses avec une petite vidéo d'un nuage de points laser de ce genre-là. D'accord, donc là on a fait une acquisition, c'était sur un château vers Lille. Donc le véhicule est passé autour du château. Son scanner laser a enregistré plein de points laser, et quand on les a tous remis en géométrie, d'accord, quand on les a tous géoréférencés, ça permet de produire un nuage de points qui ressemble à ça et qui donne une information très fine, une information 3D très fine sur la géométrie de la scène. Voilà, ensuite comme plateforme d'acquisition, on a aussi les drones. Donc les drones, c'est assez récent que les drones traditionnellement embarquaient plutôt des appareils photo, et assez récemment il y a eu des développements pour faire des lasers suffisamment, des lidars suffisamment légers pour pouvoir être embarqués par des drones, parce qu'en général un lidar ça pesait au moins 5 kg avant. Donc les producteurs de lidar ont pas mal travaillé pour qu'ils puissent être embarqués par des drones. Donc maintenant avec les drones on a aussi les deux modalités, image et lidar. Donc le drone, ça n'a pas une couverture énorme par rapport à de l'aérien. On va couvrir beaucoup moins d'espace. Par contre, on va être beaucoup plus proche des objets qu'on est en train d'imager. Donc on va avoir une bien meilleure résolution. Les drones, c'est beaucoup utilisé pour de l'inspection d'ouvrages d'art, comme par exemple inspecter des barrages, inspecter des lignes de tension, etc. Et par contre, il y a encore quelques problèmes réglementaires. Les drones, on n'a pas le droit de faire voler ça n'importe où, dans n'importe quelle condition. Donc c'est encore un petit peu compliqué de faire voler des drones. Mais c'est quelque chose qui est vraiment en train d'exploser, un peu comme la cartographie mobile. C'est vraiment un moyen d'acquérir de la donnée qui est en train de devenir très très important.
Voilà, et puis après, là, en fait, on s'éloigne des scènes au fur et à mesure. Quand on s'éloigne encore un petit peu plus, on a l'imagerie aérienne et satellitaire. Donc là, on commence à être beaucoup plus loin, et donc on a deux effets quand on s'éloigne. Le premier, c'est que la résolution diminue, donc on a une information qui est moins précise sur les scènes qui nous intéressent. On est sensible au nuage. S'il y a un nuage entre le satellite et la scène, ou entre l'avion et la scène, on ne voit rien. On est limité par la résolution et par l'angle de vue. Par contre, on a une couverture qui est très large et très rapide. Avec un avion, avec un satellite, on va couvrir des centaines, des milliers de kilomètres carrés extrêmement rapidement par rapport aux technologies dont je vous ai parlé avant. Donc c'est toujours un compromis, on a toujours un compromis entre la couverture et la précision. Du point de vue des angles de vue, donc ça avec le satellite, on est un petit peu embêté, c'est vraiment, on a un seul angle de vue possible. Par contre, en aérien, maintenant, on a le développement de ce qu'on appelle l'imagerie oblique, c'est-à-dire que l'avion, à la fois, il y a un appareil photo qui pointe vers le bas, mais il a aussi des appareils photo qui pointent vers les côtés, devant et derrière, ce qui permet quand même d'avoir plusieurs angles de vue sur la scène, et donc d'avoir des données plus riches. Et quand on a des données plus riches avec plus d'angles de vue, ça va nous aider aussi à accéder à la 3D, à la troisième dimension de la scène. Donc ça, c'était pour comment est-ce qu'on fait pour acquérir des données en 3D. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour traiter ces données, pour en extraire une information qui va être utile, qui va être utilisable par des utilisateurs. En général, un nuage de points ou une image, ça ne va pas porter directement une information utile. Et donc, on va devoir extraire de l'information utile à partir de ces données. Et la première chose à faire, alors quand on a du lidar, je vous l'ai dit, on a déjà de la géométrie, donc c'est déjà quelque chose d'assez structuré. Par contre, quand on a de l'image, on n'a pas directement de la géométrie, et donc comme on travaille beaucoup avec de l'image, en particulier parce que ça ne coûte pas très cher et que c'est assez riche, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller de l'image à la géométrie. Les images, elles vont vous donner une information radiométrique, elles vont vous donner la couleur des objets que vous avez imagés, des objets que vous avez photographiés, mais elle ne va pas vous donner directement leur géométrie. Pour remonter à la géométrie de quelque chose qui a été imagé, on utilise une technique qui s'appelle la photogrammétrie, qui est la science de faire des mesures géométriques à partir d'images multiples. Et donc en fait, vous êtes tous des photogrammètres parce que vous avez tous deux yeux, et à partir de vos deux yeux, vous reconstruisez la géométrie des scènes que vous regardez, d'accord ? En utilisant vos deux yeux, il se passe dans votre cerveau des choses qui s'appellent de la corrélation et qui vont permettre d'avoir une idée de la profondeur de tous les points que vous êtes en train de mesurer. Si vous êtes obligé de faire beaucoup converger vos yeux, comme quand je regarde la pointe de ce micro, vous savez qu'il est très près. Et si au contraire, vos yeux sont quasiment parallèles, comme quand je regarde le gentil monsieur au fond de la salle, vous savez que c'est très loin, d'accord ? C'est votre cerveau, il est capable de faire cette analyse-là. La photogrammétrie, c'est un petit peu ça, à part que c'est généralisé, parce que nous, on n'a que deux yeux. En photogrammétrie, on travaille avec plein d'images. La photogrammétrie, c'est ça, c'est quelque chose qui permet d'aller reconstituer la géométrie des scènes à partir d'images. Et donc, l'IGN développe, donc au départ, c'était plutôt en recherche, mais maintenant, c'est aussi utilisé en production, un logiciel qui est open source, ça c'est bien, de photogrammétrie qui s'appelle Micmac et dont je vais un petit peu vous parler, je vais un peu vous expliquer comment ça marche. Donc en entrée de Micmac, on a plein d'images de l'objet ou de la scène qu'on cherche à modéliser. Donc là, en l'occurrence, il y a une statue de, je ne sais pas quoi exactement, une statue, et on a pris ici une trentaine, une quarantaine d'images de cette statue, et maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est de la reconstruire en 3D, d'avoir la géométrie de cette statue. D'accord, donc en particulier d'avoir un nuage de points qui ressemblerait à ça. Donc pour faire ça, Micmac, il fait ça en plusieurs étapes. La première étape consiste à essayer de retrouver comment les photos sont orientées les unes par rapport aux autres. Et pour faire ça, pour savoir comment les photos sont orientées les unes par rapport aux autres, il faut qu'il trouve des points de liaison entre les images, c'est-à-dire trouver les points de la première image qui correspondent à des points de la deuxième image et de faire des appareillements comme ça entre toutes les images qu'il a. Donc ça s'appelle calculer des points de liaison. Une fois qu'il a calculé ces points de liaison, qu'il a trouvé des correspondances comme ça entre les images, il va pouvoir les orienter. Alors ça, c'est un petit peu ce qui est représenté ici, c'est-à-dire savoir exactement comment toutes les images ont été prises les unes par rapport aux autres, connaître l'orientation de l'appareil photo qui a pris l'image pour chacune des photos. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il sait exactement où se situe chacune des photos, il va faire de la mise en correspondance. Donc encore une fois, il va faire des correspondances entre les images, mais là de façon encore beaucoup plus dense, pour arriver à remonter à la géométrie de la scène. Donc les points de liaison, je vais vous passer les détails techniques sur comment on fait pour trouver des points de liaison, mais il y a beaucoup de techniques qui ont été développées on va dire ces 20 dernières années pour calculer des points de liaison entre des images, et en particulier pour assurer qu'ils aient une invariance à l'échelle, parce que les images elles peuvent être prises de plus ou moins loin de la scène, des invariances aux rotations. Mais ça, à la rigueur, ces deux choses-là, échelle et rotation, c'est pas trop difficile. Et ce qui est plus difficile, c'est aussi d'avoir de l'invariance aux variations d'illumination. Si vous prenez une scène
à un moment et puis une scène un peu plus tard, le soleil a un peu bougé, l'illumination est un peu différente, c'est beaucoup plus difficile. Mais on va dire qu'invariance à l'échelle de rotation, il y a plein de techniques qui existent qui permettent de faire ça et donc de trouver des correspondances entre des points de deux images différentes. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez la possibilité de savoir comment chaque image est orientée l'une par rapport aux autres. Par contre, donc vous allez vous retrouver avec un bloc d'image, par contre vous ne savez pas où se situe le bloc dans un référentiel géographique. Et puis vous ne savez pas à quelle est l'échelle du bloc. Votre bloc il pourrait être 3 fois plus grand ou 3 fois plus petit. Il n'y a rien qui vous permet de savoir ça. Donc pour aller un petit peu plus loin, pour savoir où se situe ce bloc et quelle est son échelle, il faut utiliser ce qu'on appelle des points d'appui sur le terrain, donc avoir des points vraiment sur la scène que vous avez imagée, pour lesquels vous savez où se situe ce point-là. Si vous en avez au moins 3 des points d'appui, vous allez pouvoir orienter tout votre bloc. Et puis dans Micmac, donc Micmac c'est faire ça, dans Micmac en plus on peut exploiter des données externes, comme par exemple si avec votre appareil photo vous aviez un GPS ou une centrale inertielle, IMU c'est un raccourci pour une centrale inertielle, il va pouvoir exploiter ces informations-là. Et en fait, pour cette orientation, il va fonctionner en 2 étapes. Il va commencer par faire une estimation initiale, et puis après, il va de façon itérative raffiner, faire ce qu'on appelle un ajustement de faisceau, jusqu'à ce que tout le bloc soit bien en place. Et à la fin, ce qui va permettre de remonter à la géométrie de la scène, c'est ce qu'on appelle un appariement dense. Donc en fait, à partir du moment où vous savez comment vos images sont orientées les unes par rapport aux autres, quand vous prenez un point d'une image, vous savez que ce point-là, en 3D, il était quelque part sur la droite, sur cette droite-là, qui passe entre le centre optique de l'image et ce point-là. Donc vous savez que votre point en 3D est quelque part sur cette droite-là. D'accord ? Quand je suis en train de regarder par là-bas, je vois du marron quand je regarde par là-bas. Je sais que le point est sur la droite, dans la direction dans laquelle je regarde, mais je ne sais pas exactement à quelle profondeur. Et donc pour déterminer la profondeur, ce qu'on va faire, c'est que cette droite-là, on va la projeter dans cette image-là, et puis on va regarder toutes les profondeurs possibles, et puis on sait que du coup la correspondance de ce point-là est quelque part sur cette droite-là, et on va chercher où sur cette droite-là il se situe. D'accord ? Pour faire ça, on va faire des mesures de similarité, on va regarder le point sur cette droite-là qui ressemble plus au premier point, donc on a une mesure de similarité, puis on va chercher où est-ce qu'elle est maximum, puis là où elle est maximum, on va dire bon, c'est probablement à cet endroit-là que se situait mon point en 3D. On peut faire ça pour tous les points, en faisant ça pour toutes les paires d'images, et on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Donc on commence à avoir une certaine géométrie, mais on voit que c'est très très bruité, parce qu'en fait de prendre le maximum, c'est quelque chose qui est un petit peu instable. Donc après, on a des techniques de régularisation qui permettent d'obtenir des choses un petit peu plus régulières. Voilà, comme ça, par exemple, sur la statue qui nous intéressait. Et quand on applique ça sur des images aériennes, ce qu'on fait à l'IGN, puisqu'à l'IGN, alors il faut savoir qu'à l'IGN, on a plusieurs avions dans lesquels il y a des caméras à très haute résolution qui couvrent la France entière tous les 3 ans à peu près. On a une production qui fait que sur chaque point de la France, on sait qu'on va avoir une image de moins de 3 ans. Et donc, en utilisant toutes ces images aériennes et en faisant ce que je viens de vous expliquer pour ces images aériennes, on peut produire quelque chose qu'on appelle un modèle numérique de surface, que je vous ai remontré ici, donc ici sur une scène plutôt naturelle et ici sur une scène plutôt urbaine. C'est-à-dire qu'on va remonter à la géométrie 3D de la scène qui a été imagée. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est pas exactement de la 3D. Alors, je vous ai un petit peu menti en disant que j'allais vous parler de données 3D. C'est pas exactement de la donnée 3D. Des fois, on appelle ça de la donnée 2D+, parce que c'est des cartes d'élévation. C'est-à-dire que c'est des images. Ça, c'est une image. Et en fait, en chaque pixel de cette image, je connais l'altitude de ce pixel-là, d'accord ? Donc, ça veut dire que s'il y a un pont, j'aurai que le dessus du pont et j'aurai pas le dessous du pont, puisque j'ai qu'une information par point. Donc, c'est pas parfait. Ça ressemble un peu à de la 3D, mais c'est pas parfaitement de la 3D. Donc, ces choses-là qu'on appelle des modèles numériques de surface, donc on les stocke dans des images géoréférencées. Donc comme ça, quand on a un pixel, on sait à quel point ça correspond sur le territoire français. C'est ça que ça veut dire géoréférencé, c'est qu'on sait où se situent les choses sur le territoire. Et puis dans chaque pixel, on va avoir quelque chose qui est un nombre flottant qui va nous donner l'altitude du pixel. Donc ça permet quand même d'avoir une très bonne description géométrique du territoire. Et en l'occurrence, à l'IGN, c'est quelque chose qui est proposé sous forme de prestation. Donc si cette donnée-là vous intéresse, et il y a des gens que ça intéresse, on peut vous réaliser cette prestation-là à la demande. Donc la résolution du MNS, donc la résolution du pixel au sol, ça sera la résolution moyenne des images qui sont utilisées. Donc si vous utilisez des images de l'IGN, vous allez avoir du 25 cm presque partout. Et puis, à certains endroits, en particulier sur des zones urbaines, on a des acquisitions plus résolues qui peuvent aller de 20 jusqu'à 5 cm pour les plus résolus. Et si vous avez des images avec lesquelles vous avez envie de faire ça, vous pouvez aussi les fournir à l'IGN pour qu'on vous réalise ce calcul-là.
Alors, c'est un produit qui a énormément d'usages possibles, hein. Par exemple, pour faire du cadastre solaire, on travaille avec une startup qui s'appelle Inson We Trust, qui est incubée à IGN Fab, où ils essayent d'estimer le potentiel de tous les bâtiments pour installer des panneaux solaires. Donc, à partir du moment où vous avez ce genre d'informations-là, vous savez comment sont orientés les toits, quelles sont les surfaces des pans de toit, etc. On peut s'en servir pour faire la détection de changement. Si on fait ça à 2 dates différentes, ben on va pouvoir voir ce qui a changé, sachant que si vous essayez de faire ça directement avec de l'image, vous n'allez pas y arriver parce qu'entre 2 dates différentes, vous n'allez pas être avec la même saison, le soleil n'aura pas été dans la même position dans le ciel, donc vous allez avoir plein de changements qui sont juste des changements radiométriques, juste du fait que l'illumination n'est pas la même, alors que si vous faites ça de façon géométrique, vous aurez des détections de changement qui sont beaucoup plus pertinentes. On peut faire des cartes d'intervisibilité, savoir qu'est-ce qu'on peut voir depuis quel point. On peut faire des simulations d'inondation, des simulations de propagation de différentes choses, de polluants, de bruit, etc. Donc ça a pas mal d'usages possibles. Ensuite, l'IGN propose un autre produit qui s'appelle les modèles numériques de terrain. Donc là, quand vous faites un modèle numérique de surface, vous êtes en train de faire la surface qui est visible. Donc si vous avez un arbre, la surface elle passe par le haut de l'arbre. Si vous avez un bâtiment, la surface passe par le haut du bâtiment. Pour d'autres applications, on peut avoir besoin d'un modèle numérique de terrain, c'est-à-dire de savoir vraiment où passe le sol et de ne pas avoir les hauts des objets, mais vraiment de savoir où passe le sol. Donc c'est ce qui est représenté en bleu ici. Donc ça demande un peu de traitement par rapport au modèle numérique de surface, parce qu'il faut voir où sont tous les objets, et puis éliminer tous les objets, et boucher les trous du mieux qu'on peut, mais c'est aussi des choses qu'on sait faire. Donc ça, c'est un exemple sur Belle-Île-en-Mer, où vous avez d'un côté le modèle numérique de surface, donc là, vous avez vraiment tous les objets, vous voyez tous les arbres, vous voyez tous les bâtiments, et ça, c'est le modèle numérique de terrain, donc c'est quelque chose où on a vraiment juste la surface du sol. Voilà, pour les modèles numériques de surface et les modèles numériques de terrain. Donc, comme je vous l'ai dit, les modèles numériques de surface et de terrain, c'est ce qu'on appelle de la 2D+. Donc, vous avez des cartes d'élévation. Donc, vous ne pouvez pas représenter des choses sur lesquelles il y a des surplombs. Donc, tant qu'on est en aérien, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire qu'on est juste un peu embêté sur les ponts, les tunnels, ou si on a des balcons, des choses comme ça, des choses un peu surplombantes. Mais ce n'est pas trop gênant. Quand on commence à se rapprocher beaucoup des scènes, et c'est ce qu'on fait beaucoup depuis ces 15 dernières années, où on a des drones, de la cartographie mobile, etc., quand on commence à se rapprocher des scènes, on ne peut plus travailler en 2D+, on est obligé d'avoir des représentations en vrai 3D. Et pour faire des représentations en vrai 3D, il y a un modèle de données qui est très répandu, en particulier dans l'industrie du jeu vidéo et dans l'industrie du film d'animation, qui est de représenter la géométrie avec des ensembles de triangles. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes en train de regarder plein de triangles. Quand vous regardez un film d'animation, en fait, vous êtes en train de regarder plein de triangles. Et les cartes graphiques, c'est des machines à afficher des triangles. Donc c'est vraiment le triangle, c'est vraiment la primitive de base pour représenter de la géométrie en 3D. Du coup, à l'IGN, comme on s'intéresse à ces nouveaux moyens d'acquisition qui permettent de représenter vraiment d'avoir des représentations d'assets en vrai 3D, on s'est intéressé, alors pour l'instant, surtout en recherche, on s'est intéressé à développer des techniques qui permettent de faire cette représentation en vrai 3D. En l'occurrence, on a développé un outil qui s'appelle Washer, pour Watertight Surface Reconstruction, qui produit des surfaces triangulées étanches, c'est le watertight en anglais, c'est-à-dire que c'est des surfaces qui vont pas, on aura une garantie par construction qu'elles n'ont pas de trous, et qui vont permettre, et c'est une technique qui permet de fusionner des données depuis plein de points de vue différents. On peut avoir du lidar aérien, du lidar terrestre, des nuages de points de photogrammétrie, etc. Voilà, donc je vais vous expliquer vite fait comment ça marche. Donc c'est basé sur l'optimisation d'une segmentation entre le vide et le plein. C'est comme ça qu'on garantit que ce soit étanche. C'est-à-dire qu'en fait, on modélise tout le volume de la scène et puis on cherche dans cette scène qu'est-ce qui est plein, donc c'est le vert là, et qu'est-ce qui est vide, c'est le rouge. Et à la fin, on dit notre surface, c'est l'interface entre le vide et le plein. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une reconstruction de surface par segmentation. Et c'est ça qui nous garantit que la surface qu'on va produire est étanche. Donc je vais vous expliquer vite fait comment ça marche. Mais en fait, on prend toutes les données qu'on a en entrée et on regarde chacune des données. On se dit, cette donnée, qu'est-ce qu'elle me dit sur le fait que ma scène elle soit vide ou pleine. Donc en général, par exemple avec un laser, on sait que c'est vide entre l'endroit d'où on a tiré le laser et là où il y a le point, et puis on sait que c'est plein après. Donc on va mettre du vert du côté où on sait que c'est vide, du rouge du côté où on sait que c'est plein, et puis on va mettre du bleu là où on ne sait pas. D'accord ? On fait ça dans tout l'espace. Ensuite, on discrétise parce qu'on travaille avec des ordinateurs, donc on ne sait pas travailler avec du continu, donc on est obligé de travailler avec du discret. Évidemment, comme ce qu'on cherche à faire, c'est des triangles, on discrétise avec des triangles, ou en fait, comme on est en 3D, on discrétise avec des tétraèdres, plus précisément. Donc on discrétise cette information sur les tétraèdres, et puis à la fin, on fait une optimisation, c'est-à-dire on va essayer de couper le mieux qu'on peut entre ce qui est vert et ce qui est rouge. Voilà, et on va obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et à la fin, on va extraire la surface comme l'interface entre ce qui est vert et ce qui est rouge. Donc tant qu'on travaille sur quelque chose de petit,
ça marche très bien. Donc là, par exemple, c'est un benchmark classique en recherche, une petite pièce sur laquelle on a plein de scans laser différents. Et puis, on voit qu'on arrive à faire des très belles reconstructions avec assez peu d'erreurs. Le problème, c'est que c'est des choses qui sont très gourmandes en calcul, et dès qu'on veut travailler sur des scènes un petit peu grandes, on n'arrive plus à tenir dans la mémoire d'un ordinateur. Donc on est obligé de faire ce qu'on appelle du passage à l'échelle. Donc on est obligé de tout répartir, tous les calculs sur différents nœuds de calcul. Donc c'est des choses qu'on fait dans le cloud, on répartit le calcul sur différents nœuds. On regarde comment tous ces nœuds interagissent, on crée toutes les interactions entre les nœuds, et c'est ça qui nous permet de passer à l'échelle. Donc une fois qu'on a fait ce travail, et en fait ce travail-là, je voulais passer en une slide, mais c'est ce qui nous a pris le plus de temps, on va être capable de traiter des scènes qui sont très très larges. Donc là c'est un exemple pour montrer que ça permet de fusionner des données, par exemple de cartographie mobile et des données aériennes. Donc toute la partie qui est rouge, c'était un scan lidar aérien, d'accord, donc du laser embarqué sur un avion. La partie qui est bleu clair, là, c'est une partie qui a été scannée avec un véhicule de cartographie mobile. Et on voit qu'avec cette technologie-là, on arrive à fusionner le tout en une surface triangulée unique. Donc voilà d'autres vues de cette chose-là. Ça, c'est une expérience, on a fait quelque chose d'un petit peu similaire, mais dans les égouts de Paris. On voulait modéliser les égouts de Paris en 3D. Donc on a d'abord fait toute la partie Micmac, c'est-à-dire qu'on a pris plein de photos dans les égouts. On a fait plein de cartes de profondeur en 2D avec Micmac, et ensuite on a fusionné toutes ces cartes de profondeur avec Washer, et ça nous a permis d'avoir une modélisation en 3D de tous les égouts. Alors là-dessus, j'ai aussi une petite vidéo, normalement, alors pas sur les égouts, mais sur le... Pas sur les égouts, mais sur la partie fusion aérien terrestre, comme ça on voit un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Voilà, parce que le problème de la 3D, c'est que c'est en 3D, donc quand on n'a que de la 2D pour l'afficher, on est un peu embêté. Et donc en fait, le cerveau, il interprète mieux quand ça bouge, il arrive mieux à percevoir la 3D quand la scène est en train de bouger par rapport à juste une photo. Donc voilà le genre de choses qu'on arrive à faire avec des surfaces triangulées. Donc la présentation, elle s'appelle Technologie d'aujourd'hui et de demain. Ce que je vous ai présenté avant avec le modèle numérique de surface, le modèle numérique de terrain, c'était plutôt les technologies d'aujourd'hui. Ça, on va dire que c'est plutôt les technologies de demain. Alors ensuite... Donc les maillages qui sont produits comme ça, alors à quoi ça sert? Donc déjà c'est bien adapté pour la visualisation, parce que comme je vous ai dit, les cartes graphiques, c'est-à-dire que les ordinateurs qui représentent des données en 3D, ben en fait c'est ce type de données qui sont bien optimisées pour afficher. En fait quelque chose qui est représenté avec des triangles, c'est bien plus agréable à regarder que des nuages de points où les points sont un petit peu éparses. Donc pour la visualisation c'est très bien. Pour faire des simulations, tous les simulateurs travaillent très bien aussi avec des choses triangulées. Quand on fait de la simulation, on passe son temps à découper le monde en petits triangles et à essayer de faire des choses par triangle. Par contre, il y a d'autres applications pour lesquelles on a besoin de quelque chose qui sont plus structurées, pour lesquelles d'avoir juste un maillage triangulé qui représente la géométrie apparente n'est pas suffisante. Et en particulier, et c'est là où on commence à se rapprocher un petit peu d'une notion de cartographie en 3D, on peut avoir envie que la scène soit découpée en objets, en particulier que dans notre scène, on sache que ça c'est un bâtiment, ça c'est une route, ça c'est un arbre. D'accord, et que chaque objet lui-même puisse être redécoupé, dire que cette route elle est découpée en voie, elle est découpée en trottoir, que sur les bâtiments on a des façades, des toits, etc. Et puis ensuite, dans un modèle structuré, on veut aussi que chaque objet ait la géométrie la plus simple possible. Donc souvent, une façade, on va vouloir qu'elle soit représentée juste par un rectangle, qu'un pan de toit soit représenté juste par un polygone plan, etc. Donc pour remonter à des modèles structurés, il y a un petit peu de boulot. Ah oui, et en particulier, les modèles structurés, il y a une norme pour les représenter qui s'appelle le CityGML. Donc l'intérêt de cette norme, c'est de mettre l'accent sur vraiment la définition et la description de l'espace urbain. D'accord. Voilà, donc c'est un ensemble géographique cohérent où chaque objet a son rôle, a sa géométrie et sa sémantique. On a un format XML qui permet de facilement échanger des données de cette façon-là, et c'est très répandu en Europe, c'est un standard de référence pour pas mal d'organismes. Et c'est un format d'échange qui est pris en charge par la plupart des logiciels de marché. Le CityGML, il a le mérite de définir un niveau de détail, parce que là, pour l'instant, je vous ai parlé de données 3D un peu en général, je vous ai dit qu'elles pouvaient être plus ou moins précises. Le CityGML va vraiment avoir une définition du niveau de détail depuis le niveau qu'on appelle le niveau 1, où les choses sont vraiment très, très grossières, où on a un plan pour chaque toit, un plan pour chaque façade. On a le niveau 2 sur lequel on a les structures de toit qui commencent à apparaître.
Le niveau 3, où on a vraiment tout le détail des superstructures sur les toits, où on va commencer à voir les fenêtres, les balcons, etc. sur les façades. Et puis le niveau 4, qui est encore plus détaillé, on peut même avoir jusqu'à l'intérieur des bâtiments. Donc les modèles 3D structurés comme ça, l'IGN s'intéresse depuis pas mal de temps. Depuis 2008, on a une chaîne de production qui s'appelle Bâti 3D qui permet de produire des modèles de ce type-là, qui est très automatisé. Par contre, on n'a pas vocation à l'exhaustivité sur la France. Et par contre, il y a pas mal de collectivités qui sont intéressées, qui veulent avoir ce type de modèle. Donc il y en a certaines qui ont travaillé avec nous, certaines qui ont travaillé avec d'autres, parce que c'est un marché sur lequel il y a pas mal d'acteurs. Et ce qu'il y a, c'est que toutes les collectivités ont chacune leur cahier des charges, leurs spécifications, et qu'elles sont extrêmement variables. Donc avec une chaîne de production, on répond difficilement à tout ça. Et donc, à cause de ça, on se retrouve en France à avoir une très grande hétérogénéité de la modélisation 3D structurée. D'accord ? Donc chaque ville va avoir son modèle dans son format, etc. Du coup, l'IGN a proposé une initiative qu'il appelle REF3DNAT pour référentiel 3D national. Donc, on va se positionner, pas en tant que producteur de toute la donnée 3D en France, parce que de toute façon, on sait qu'il y a d'autres acteurs et qu'on ne va pas tout faire, mais en tant que fédérateur, agrégateur et validateur de maquettes 3D. Donc, le référentiel 3D national, c'est une initiative qui répond à la fois à un besoin des collectivités d'avoir un cadre normé pour l'acquisition des modèles 3D, d'avoir un moyen de diffuser les modèles 3D et de pérenniser ces modèles. Et puis ça répond aussi à des besoins internes de l'IGN, d'avoir un socle 3D pour développer des services, faire évoluer le RGE. Donc le RGE, c'est le référentiel grande échelle. En gros, c'est l'ensemble de toutes les données géographiques qu'on produit à l'IGN. Et puis de fédérer autour des données en 3D. Donc du coup, ce référentiel, il s'appuie sur la norme CityGML dont j'ai parlé avant, sur la directive Inspire. Mais par rapport à juste la norme CityGML, on impose une modélisation géométrique et topologique qui sont plus existantes. On a une structure qui est adaptable avec à la fois un noyau qui est une modélisation simple avec un niveau de détail 2 des bâtiments, des ponts et du sol, sans texture, et puis des extensions qui ne sont pas obligatoires, qui sont des possibilités d'enrichir ce référentiel de base avec d'autres choses, donc des textures. D'accord, les textures, c'est quand on vient mettre de la couleur sur les objets. Avoir plus de détails ou plus de thématiques pour aller jusqu'à différents niveaux de détail. Voilà, donc c'est une spécification qui permet de créer une sélection intelligente du modèle de données de CityGML et qui permet de modéliser des bâtiments de façon à la fois riche sémantiquement et avec des règles topologiques qui vont assurer une certaine qualité de l'objet en 3D, parce que dans la norme CityGML, c'est juste une norme qui permet de transmettre de la donnée, mais pas qui garantit la qualité. Donc là, on impose un certain nombre de règles pour garantir la qualité. Voilà, donc le genre de règles qu'on va avoir, ça va être que les faces soient bien orientées, donc que toutes les faces soient bien orientées vers l'extérieur du bâtiment, qu'il n'y ait pas des murs à l'intérieur, que les objets soient bien fermés, qu'il n'y ait pas de trous, que quand il y a deux bâtiments qui sont adjacents, ils ne se rentrent pas l'un dans l'autre. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut demander pour garantir une certaine qualité, qui n'est pas quelque chose qui est demandé par un norme CityGML au départ, mais que nous, on considère que c'est des choses qui sont importantes pour que la donnée soit de qualité suffisante pour travailler avec. Voilà, et puis pour finir ma présentation, je vais vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on fait pour diffuser et visualiser ces données 3D. Donc à l'IGN, on développe depuis, alors encore une fois, c'est quelque chose qui a commencé dans les laboratoires de recherche et qui maintenant s'est diffusé en production, un visualisateur 3D qui s'appelle iTowns. Donc le problème de la donnée 3D, comme je vous l'ai dit, c'est que ça ne s'affiche pas en 2D. Par définition, on a une dimension de trop. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est faire des projections ou utiliser des outils pour la visualiser d'une façon à ce qu'on puisse naviguer dedans. Donc on a besoin d'outils adéquats. La plateforme iTowns, c'est quelque chose qui a été développé donc, au départ en recherche pour visualiser simplement la donnée 3D. Et ça avait une spécificité importante, c'est que ce soit basé sur des technologies web. Donc c'est un outil web, c'est vraiment un outil que vous lancez directement depuis votre navigateur web préféré. Et donc c'est un visualisateur web de données géographiques 3D. Donc dans cet outil, donc c'est un outil qui est open source aussi. Dans cet outil, vous avez des innovations qui sont issues de la recherche de l'IGN depuis 2008, grosso modo. Donc vous avez pas mal d'outils très intéressants de visualisation. L'industrialisation a été réussie, parce que depuis 2017, iTowns est le moteur 3D de visualisation 3D du géoportail. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le géoportail, c'est le portail web de l'IGN par lequel vous pouvez accéder à toutes les données géographiques de l'IGN. Et c'est en plus une plateforme technologique pour les nouveaux projets de recherche et les nouvelles applications de l'IGN.
Donc c'est un développement open source et on n'est pas tout seul à travailler dessus. Il y a un certain nombre de PME qui nous accompagnent là-dessus. Donc on a tout un écosystème qui s'est développé autour de ce navigateur web. Alors l'intérêt principal de ce navigateur, c'est de pouvoir co-visualiser les différents référentiels IGN avec d'autres sources de données, c'est-à-dire qu'il est interopérable avec plein de sources de données. Donc il y a énormément de types de données géographiques 3D, donc en particulier tous ceux dont j'ai parlé avant dans ma présentation, qui peuvent être visualisés dans iTown. Mais vous pouvez même afficher des données qui vont venir de climatologie urbaine. Vous pouvez aussi afficher dedans des données de plein de partenaires. Et donc ce qui est intéressant, et c'est ça aussi l'intérêt d'avoir des données qui sont géolocalisées, c'est qu'à partir du moment où vos données sont géolocalisées, vous allez pouvoir réunir au même endroit plein de données de plein de partenaires différents, puisqu'elles sont toutes localisées dans le même référentiel. Ça permet aussi de développer des services. Par exemple, mettre à jour un référentiel 3D urbain pour des applications de réalité augmentée. Ça va permettre de développer des partenariats avec des collectivités, en particulier autour d'un référentiel 3D qui va être partagé. Donc on va pouvoir visualiser, mettre à jour des modèles de ville, soit produits par l'IGN, soit fournis par des partenaires. On va pouvoir intégrer dedans des données de cartographie mobile. Souvent, il y a des collectivités qui font réaliser des levées de cartographie mobile sur leur territoire, et puis ensuite, ils ne savent pas quoi faire avec les données, parce que c'est des données qui sont extrêmement massives, qui sont très difficiles à manipuler. Et donc grâce à iTowns, on va avoir un système qui va permettre de mettre ces données-là dans une base que iTowns va pouvoir attaquer. Donc on va pouvoir visualiser le résultat de cette numérisation. Et puis donc ça permet d'exploiter des données 3D à la fois aériennes, terrestres, indoor, outdoor, pour par exemple sécuriser une zone ou un parcours, préparer un plan d'intervention, gérer des crises, naviguer à l'intérieur de bâtiments, etc. Alors des petits exemples visuels. Donc là, vous avez une visualisation d'un scan laser de cartographie mobile où on voit qu'on a pu faire des saisies qui vont nous permettre de mesurer tout ce qu'on veut dans la scène. Ici, vous avez une visualisation d'un lidar aérien en forêt. Ça, c'est encore de la cartographie mobile. Ici, vous avez une visualisation de l'intérieur des égouts dont je vous avais déjà parlé. Vous avez une numérisation je crois que c'est d'une salle d'une pyramide. Là, vous avez une visualisation 3D côtière où vous avez des simulations d'inondation. Là, par exemple, une simulation d'inondation à Paris. Vous avez la possibilité d'aller ajouter, quand vous voulez faire par exemple de l'aménagement, vous avez la possibilité d'aller ajouter des objets virtuels à l'intérieur de votre scène. Voilà. Et donc ce qui est important dans iTown, c'est qu'en fait iTown ce n'est pas juste une solution de visualisation, il y a aussi, comme je vous l'ai dit, toute une chaîne de traitement qui permet de prendre les données brutes et de les traiter de façon à être attaquables pour la visualisation par iTown. On ne peut pas directement visualiser des données brutes, il faut les traiter pour venir les mettre dans une sorte de base que iTown va pouvoir attaquer. Et donc ce qu'on appelle une solution pile complète, donc on a à la fois le visualisateur et la chaîne de traitement qui va permettre en plus une diffusion en flux, donc c'est avec une technologie qui s'appelle 3D Tiles, puisque là on parle de données qui sont vraiment gigantesques. Sur la plupart des exemples que je vais donner, c'est des choses qui ne tiendraient pas sur une machine. Donc il y a une façon de découper ça en briques élémentaires. Et le visualisateur iTown va pouvoir venir accéder à ces briques-là. Et donc iTown est à la fois un visualisateur et une chaîne de traitement pour produire ces briques. Alors là-dessus, je crois que j'ai aussi une petite vidéo. Voilà, donc une petite vidéo sur les fonctionnalités. Parce qu'encore une fois, comme c'est de la 3D avec les images fixes, c'est pas très parlant. Donc vous voyez que c'est un visualisateur 3D très général, donc on peut déjà commencer par survoler les zones. Donc là, en l'occurrence, on a un modèle 3D structuré de la ville, et après on va pouvoir venir descendre dedans et venir voir des données plus précises, plus locales, donc, comme par exemple ici un scan de cartographie mobile. Et toutes les différentes couches sont superposées. Donc là, vous naviguez à la fois dans le lidar qui est acquis par le véhicule de cartographie mobile, mais aussi dans l'image. Parce que vous voyez que les images sont déformées. C'est ce qu'on appelle de l'image-based rendering, du rendu basé image, où les images sont déformées intelligemment quand on se déplace, de sorte à ce qu'on ait en permanence un fond d'image sur notre navigation. Donc on a des outils qui permettent de faire des saisies. Donc ça, c'est un gain de temps très précieux par rapport à devoir aller
il y a pas mal d'applications dans lesquelles les gens sont obligés d'aller se rendre sur le terrain pour aller mesurer les choses. Par exemple, quand on fait des diagnostics d'accessibilité des bâtiments par des personnes handicapées, il faut aller mesurer des pentes, les pentes des rampes d'accès, les largeurs, etc. pour savoir si c'est accessible. Là, on peut tout faire, au lieu de devoir aller se déplacer sur le terrain, on peut tout faire directement du bureau et comme ça directement rédiger nos rapports depuis le bureau. Donc, comme souvent en information géographique, on a un système de couches, donc il y a plein de couches différentes, l'image, le lidar, aérien, terrestre, etc. On peut aussi intégrer des données vectorielles, donc si vous avez un plan, si vous avez une carte, elle va pouvoir s'afficher en surimpression par-dessus vos données. On peut intégrer des données externes pour des questions d'aménagement. Alors bon, là on s'est amusé à mettre la tour Montparnasse au milieu de la place de la Concorde. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée des différentes choses qu'on peut faire avec ce visualisateur. Voilà, solution pile complète. Et donc, j'en arrive à ma conclusion. La première partie de la conclusion, c'est les perspectives, puisqu'on parle des technologies d'aujourd'hui, mais aussi de demain, vers où est-ce que ça va tout ça. Donc je vous ai montré que pour aller plus loin que de faire juste de la 2D, que faire juste des cartes de profondeur, on va vers du maillage, des choses qui permettent vraiment de représenter les scènes complètement en 3D. Mais ça reste une représentation géométrique. Alors dans une carte, on n'a pas que de la géométrie, on est censé avoir des choses sémantiques. On est censé savoir qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Et donc pour aller vers cette sémantisation des données, il faut faire de la détection d'objets ou de la sémantisation, soit automatique, soit semi-automatique. Et ça, c'est un domaine qui bouge énormément en ce moment avec le deep learning, dont vous avez peut-être entendu parler, l'apprentissage profond, qui est une technique qui est extrêmement efficace pour généraliser, pour apprendre à sémantiser des choses. Donc, ça, c'est des travaux sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment. Il y a aussi la généralisation de la structuration automatique de maillage, pour l'instant, pour réaliser des modèles 3D structurés, comme je vous ai montré, à partir de maillage. Soit on a des choses automatiques, mais qui ne marchent pas encore très bien, soit, et en fait, ce qui est fait majoritairement, c'est fait à la main, donc c'est délocalisé dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. Et il y a plein de gens qui cliquent plein de choses pour produire ces modèles-là. Il n'y a pas encore d'algorithme de génération ou de structuration suffisamment efficace pour pouvoir faire vraiment des choses de très bonne qualité. Les autres perspectives, c'est à partir de toutes ces nouvelles données complètement en 3D, de faire de la détection de changement et surtout de la mise à jour. C'est un des problèmes qu'on a avec les modèles 3D, c'est que ça coûte très cher à produire et puis au bout de 3 ans, ils ne servent plus à grand-chose et on n'est pas capable de les mettre à jour. Donc tout ce qu'on sait faire, c'est juste les jeter et en refaire des nouveaux. Donc on a vraiment des problématiques de mise à jour qui sont assez importantes et qui ne sont pas encore bien résolues. Et puis, il y a aussi la question d'adapter la 3D aux usages, parce qu'en fait, on se rend compte quand on produit de la donnée 3D que ça peut vraiment servir à plein de choses, mais qu'en fonction d'à quoi on veut que ça serve, il faut adapter la façon de la produire. Donc, par exemple, en ce moment, une thématique très importante autour de la donnée 3D, c'est sur le véhicule autonome. Les constructeurs de véhicules autonomes savent qu'ils vont avoir besoin d'une cartographie 3D très fine de l'environnement du véhicule, avec les bords de trottoir, par exemple, la séparation des voies, etc. Pour faire des simulations, on a des besoins qui sont très différents. On a aussi des besoins. Il y a une directive qui s'appelle des TDICT qui demande à ce que tous les gestionnaires de réseaux enfouis localisent leur réseau à 10 cm près. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir une cartographie aussi extrêmement précise pour pouvoir faire cette localisation. Et à chaque fois, c'est des contraintes différentes. Et donc, il faut aussi qu'on sache comment faire à partir de nos données brutes pour adapter nos processus de production, pour s'adapter aux besoins des utilisateurs. Et ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on va travailler. Donc, en conclusion, les données d'information géographique 3D, ça ouvre pas mal de perspectives et d'applications. Le fait de passer à la 3e dimension, ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives qu'on n'avait pas quand on était juste avec de la donnée géographique typique en 2D. Par contre, c'est beaucoup de travail, ça nécessite des outils d'acquisition, de production et d'exploitation qui sont spécifiques. Et donc, à l'IGN, on développe un certain nombre de ces outils en open source pour faciliter leur utilisation et en espérant que le plus grand nombre pourront s'approprier ces nouvelles données. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et donc, on a un petit peu de temps pour des questions. Oui, premier rang.
Merci pour la présentation. Pour commencer, je me posais une question par rapport au problème des stockages de données, parce que ça doit représenter un volume de données assez incommensurable. Et par rapport, d'une part, à la pérennité des données en fonction des formats de stockage, et savoir si, d'autre part, vous stockiez l'ensemble des données, c'est-à-dire des données brutes jusqu'au modèle final, et les différentes étapes du traitement, ou simplement les modèles finaux, ou seulement les données brutes. Donc, ouais, sur la alors, politique de stockage. là, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre pas à pas. Alors déjà, les données brutes, on les archive. On les jette pas, donc elles sont quand même archivées. Donc le jour où on veut remonter aux données brutes, elles sont quelque part à l'hygiène. Elles sont pas accessibles en un clic sur le géoportail, mais on sait accéder aux données brutes. Donc là, je vous ai parlé que des données 3D, mais en fait, ce que je vous dis, c'est vrai pour un petit peu tout. Donc, à l'hygiène, il y a tout un ensemble de traitements qui vont essayer de dériver des données plus précises à partir de données brutes. Il se peut que certains intermédiaires de calcul soient perdus. Ça, c'est possible parce qu'il y a un certain nombre de choses entre le produit final et les données brutes. Il y a tout un ensemble d'étapes, donc il se peut qu'il y ait un certain nombre de données dans ces étapes-là qui soient perdues. Par contre, on sera toujours capable de rejouer ces étapes-là parce qu'on sait ce qu'on avait comme données en entrée, on sait quel processus on a fait tourner. Donc, c'est pas très grave qu'elles soient perdues parce qu'au pire, on sait les régénérer. Ensuite, donc sur la question du stockage, il y a déjà comment est-ce qu'on fait pour stocker des quantités de données qui sont énormes, mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave, c'est juste une question de combien de disques durs on met. La question, c'est pas celle du stockage, ou c'est juste une question de moyens qu'on est prêt à mettre pour pouvoir stocker cette quantité de données, c'est comment est-ce qu'on fait pour accéder de façon efficace à cette donnée-là. Et là, ça va dépendre de l'utilisation. Donc, par exemple, quand je vais parler de piles complètes sur iCount, c'est-à-dire qu'on a développé un ensemble de techniques qui permettent de préparer ces données-là de façon à être requêtée très rapidement pour de la visualisation. Mais si vous voulez la requêter très rapidement pour de la visualisation, ce n'est pas forcément la même structuration, les mêmes contraintes que si vous voulez la requêter très rapidement pour des traitements, par exemple, pour dire des choses. Donc, après, il va y avoir des entrepôts spécifiques qui vont être mis en place en fonction d'utilisation. Donc, en particulier, si ce qu'on veut faire, c'est de la visualisation, dans ce cas-là, les données, elles vont être traitées spécifiquement pour de la visualisation, elles vont être mises dans des structures qui sont particulièrement optimisées et efficaces pour de la visualisation. Et si vraiment vos données sont très grosses, dans ce cas-là, il va falloir utiliser des technologies de type cloud pour pouvoir aller les répartir sur différentes machines. Et c'est le visualisateur, quand il va faire une requête au cloud, c'est le cloud qui va savoir sur quelle machine il faut qu'il aille taper pour envoyer la bonne taille, la bonne brique de données au visualisateur. Merci. Oui. Oui, bonjour. Vous avez parlé du RGE. Oui. Est-ce que ces données 3D font partie des données de référence et donc sont en open data? Enfin, j'ai compris que l'IGN était prestataire sur la réalisation de modèles, mais est-ce qu'il y a une partie qui est en libre accès, en open data ou pas? Non, alors, dans le RGE, il y a un certain nombre de couches. Il me semble qu'il y a des couches sur lesquelles il peut y avoir de l'information en Z, mais c'est quand même quelque chose qui a une vocation à être 2D. Et éventuellement, certains objets vont avoir un Z, vont avoir une information d'élévation. On ne peut pas vraiment appeler ça de la 3D. C'est vrai que je ne vous ai pas forcément précisé. La plupart de ce que je vous ai montré là, ce n'est pas des choses qu'on fait France entière. C'est-à-dire si les modèles numériques de surface et de terrain, oui. Donc ça, c'est des choses qu'on peut avoir en prestation. Les nuages de points de la cartographie mobile, par exemple, on n'a pas couvert toutes les rues de France avec de la cartographie mobile. On n'a malheureusement pas les mêmes moyens que Google. Donc c'est des choses qu'on fait de façon plus expérimentale pour maîtriser ces technologies-là, parce qu'on est censé apporter notre expertise sur toutes ces nouvelles technologies au service de l'État. C'est nous qui sommes là pour assurer l'expertise auprès de l'État. Donc c'est pour ça qu'on développe cette technologie et qu'on travaille dessus. On ne produit pas des choses massivement en France. Et donc effectivement, ce que je vous ai montré, donc la cartographie mobile, les surfaces triangulées, ce genre de choses-là, ça ne fait pas partie du RGE. Ça pourrait éventuellement faire partie d'une prochaine génération du RGE qui serait le RTGE, le référentiel très grande échelle. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est encore, actuel. Donc c'est pour ça que c'est aussi un petit peu, c'est pour ça que je dis que ce que je vais présenter, c'est aujourd'hui et demain. Donc nuages de points et surface triangulée, c'est plus des technologies de demain. C'est pas encore, c'est pas des choses qui vont être accessibles au grand public. Après, nous en recherche, on diffuse un certain nombre de ces données
bon, majoritairement pour les autres chercheurs, mais pour que des gens puissent travailler avec, s'intéresser à ces données-là et voir comment on s'en sert. Donc si on veut juste récupérer des données pour voir à quoi elles ressemblent, pour savoir, pour jouer avec, c'est possible. Après, si vous voulez des données de ce niveau de qualité-là à un endroit précis, dans ce cas-là, vous pouvez faire appel à l'IGN pour réaliser une prestation à cet endroit-là. C'est des choses qu'on sait faire. Mais ça sera à la demande. C'est pas quelque chose sur la France entière accessible facilement. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à l'outil eTowns. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut contenir sur n'importe quel lieu en France si on souhaite l'exploiter pour rajouter une propre donnée Alors, je suis pas le spécialiste d'iTowns, moi je suis plus spécialiste des parties d'avant. Donc iTowns, c'est déjà un outil open source, donc vous avez déjà accès à toute la technologie en open source. Donc ça, c'est pour vraiment, on va dire, le code d'iTowns. Le code d'iTowns est complètement ouvert, vous pouvez même contribuer à rajouter des nouvelles fonctionnalités dans iTowns, d'accord. Ensuite, il y a la question de la donnée, d'accord. La donnée, il y a une partie des données qu'attaque iTowns, qui sont sur le géoportail. Et dans le géoportail, il y a une API qui permet d'accéder à ces données-là. Donc, si vous créez une instance locale d'iTowns chez vous, avec le code d'iTowns, vous allez pouvoir attaquer un certain nombre de données de l'IGN, comme vous pourriez d'ailleurs attaquer des données d'autres instituts qui auraient aussi des données avec une API que vous pouvez requêter. Alors, quelles sont les données qui sont accessibles comme ça? Je ne saurais pas vous dire exactement. Je sais que vous avez l'ortho-image. Vous devez sûrement avoir un modèle numérique de terrain France entière. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus que ça qui est accessible directement par l'API d'iTowns. Après, si vous voulez des choses plus spécifiques, il faut sûrement contacter l'équipe pour savoir exactement ce qu'on propose comme données. Donc au moins, ouais, je pense au moins l'ortho et un modèle numérique de terrain qui vont quand même vous donner une base, un fond de carte sur lequel vous allez pouvoir rajouter vos autres informations en 3D. Non, c'était une précision sur la question d'avant, sur les données 3D, genre bâti 3D. Souvent, on a, même la plupart du temps, on a des partenariats avec des communautés d'agglomération, enfin des agglos, comme par exemple à Rennes. Et là, effectivement, c'est une coproduction entre une agglomération et l'IGN. Et la donnée est souvent, ça dépend du partenariat, mais souvent en open data. Voilà, c'était juste précision. Je sais qu'il y a sur Rennes, Le Havre, il y avait des choses comme ça sur ce genre d'agglo. Bon, pas d'autres questions. Ah. Concernant la mobilité véhicule intelligent, j'imagine qu'il y a des besoins de plus de précision, ou est-ce qu'on est déjà en capacité, en France par exemple, de fournir des données suffisamment précises pour qu'un véhicule se balade dans une ville? Alors c'est une question qui est très très compliquée, sur laquelle c'est en plus qui concerne à la fois les constructeurs de véhicules, les gens qui proposent des solutions, etc. Il y a même jusqu'à assez récemment, il n'y avait pas encore un consensus complet sur à quel point est-ce qu'on avait besoin d'une carte de l'environnement. Il y a des gens qui disaient, moi quand je conduis ma voiture, j'ai pas une carte très précise de mon environnement et j'arrive quand même à conduire ma voiture, donc je vois pas pourquoi un ordinateur ne serait pas capable de faire pareil. Il y a quand même depuis un certain temps un consensus qui s'établit sur le fait qu'il y avait besoin d'une cartographie précise pour un certain nombre de choses, pour prévoir des choses qui arrivent à l'avance et que les capteurs qui sont embarqués sur le véhicule ne sont pas encore capables de voir. En particulier s'il y a des virages un peu en aveugle ou des choses comme ça, on voit vraiment, le capteur voit vraiment pas très loin et du coup ça va permettre de donner une plus grande capacité d'anticipation. Il y a un autre besoin qui est le fait que on veut que les véhicules autonomes aient la plus grande robustesse possible et donc on veut qu'ils puissent pallier à la défaillance d'un capteur ou d'un autre.
Et donc, si on a une cartographie, si jamais on a un capteur qui tombe en panne, on va quand même encore arriver à faire quelque chose, alors que si on n'a pas de cartographie et qu'un capteur important tombe en panne, il n'y aura plus rien à faire, il n'y aura plus de sources d'information. Donc ça ajoute une certaine redondance. On va dire que c'est les 2 arguments majeurs pour lesquels maintenant toute la communauté du véhicule autonome s'intéresse très fortement à la cartographie 3D précise. Après, sur les spécifications, ça c'est des choses sur lesquelles il n'y a pas encore énormément de consensus. On commence à se rapprocher de dire, bon, on aimerait que les choses soient précises à mieux que 10 cm, donc en termes de précision, mais après sur qu'est-ce qui doit apparaître exactement dans les bases, on sait que probablement que les marquages au sol, il faut qu'ils y soient, que les panneaux, il faut qu'ils y soient, les bords de trottoir, les séparations entre les voies, etc. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut imaginer dans les bases. Par exemple, pour se localiser, on peut avoir besoin d'amer visuel, donc n'importe quelle chose qui est suffisamment stable dans la scène, on aimerait bien l'avoir pour que le véhicule soit capable de se localiser de façon visuelle, c'est-à-dire de dire, ah ben là je vois telle chose, je sais où est cette chose en 3D, et du coup si je vois 2 ou 3 choses comme ça, je suis capable de me localiser moi-même très précisément par rapport à cette scène. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut imaginer faire partie de ces bases-là. Donc les spécifications précises, c'est quelque chose qui est encore très flottant. Mais bon, il y a quand même un consensus sur le fait qu'on aura besoin d'une cartographie là-dedans. Tu veux rajouter quelque chose, Nicolas? Ou tu peux venir ici. Merci. Oui, je voulais ajouter juste un petit point de perspective sur les productions de données. En fait, il va y avoir aussi, on y travaille, je suis d'Hygiène également, Nicolas Lambert, on travaille à une couverture nationale de LIDAR haute définition. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est que nous, on produit de la donnée LIDAR, par exemple, pour les besoins des forêts ou pour les besoins de prévention des risques inondations, pour le compte de l'État, de la DGPR. Mais on sait qu'il y a d'autres services de l'État qui produisent des données, il y a des collectivités qui en produisent également. C'est assez désordonné tout ça, il y a besoin d'harmoniser, de coordonner cet effort-là. Et puis surtout, il y a besoin d'une plus grande densité de données de meilleure précision. Et donc, c'est une des conclusions du rapport de la mission parlementaire sur les données géographiques souveraines qui est sorti le 20 juillet, que cet effort-là doit être coordonné et qu'il va être demandé à l'hygiène de le coordonner. Et donc, il y a des technologies aujourd'hui qui permettent, avec des lidars de nouvelle génération, qui permettent d'avoir ces données-là à meilleure résolution et à un coût raisonnable. Un tout petit complément sur iTunes, pour compléter ce que disait Bruno, il est fait pour être capable de manger tout type de données 2D et 3D. Donc pour l'instant, il y a des données en standard qui existent, toutes les données 2D ou 2D,5 et un petit peu 3D, mais vos données à vous pourront aller dans iTunes de toute façon. Il y a déjà beaucoup de tests qui ont été faits, ça fonctionne. Et puis sur le véhicule autonome, juste en complément de ce que tu disais, comme il y a encore des incertitudes sur les specs, il se trouve que l'IGN vient d'être mandaté à la fois par l'État, donc la Direction générale de l'infrastructure, transport et mer, par la région Île-de-France, et en partenariat avec un certain nombre d'acteurs comme VDCOM, l'Institut de recherche sur les véhicules autonomes notamment, et des producteurs de données comme HERE et TomTom, pour travailler sur ces spécifications nécessaires pour le véhicule autonome et faire des productions expérimentales avec des exercices itératifs, voir si les spécifications qu'on avait imaginées répondent aux besoins et ainsi de suite. D'autres questions? Bon. Merci à tous pour votre attention et pour votre présence.